Ce second sujet, il porte sur l'accélération de la dialectique de l'histoire. Je dis que la fin du double jeu des guerres hybrides de l'OTAN dans le monde a commencé en Ukraine et en Afrique. Qu'est-ce que je veux dire par là? D'abord, je vais expliquer ce que c'est qu'une guerre hybride. Une guerre hybride, c'est une guerre dans laquelle celui qui vous combat se cache derrière quelqu'un d'autre. Il ne se montre pas à visage découvert. D'accord? Et si vous voulez comprendre la stratégie de la guerre hybride qui est imposée à la planète tout entière, notamment donc par l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, je recommande ces 2 livres. Voici 2 livres qu'il faut absolument lire. D'abord celui-ci, Les armées secrètes de l'OTAN, de Daniel Ganser, dans lequel il montre comment l'organisation du traité de l'Atlantique Nord utilise systématiquement ce qu'on appelle des proxies, c'est-à-dire les groupes militaires privés ou des pays intermédiaires pour attaquer ses ennemis déclarés. Les guerres illégales de l'OTAN. C'est très intéressant. Et le système de la guerre hybride, c'est ce qu'on appelle les réseaux stay behind. Stay behind. En anglais, ça veut dire, nous, on reste derrière. On ne se montre pas. On envoie d'autres devant. Stay behind. Hein? Le sous-titre de l'ouvrage, qui a été traduit de l'anglais par Thomas Jamais, est Réseau Stay Behind, Opération Gladio et terrorisme en Europe de l'Ouest. C'est-à-dire que dans cet ouvrage, il a été démontré que la CIA s'est cachée derrière des organisations terroristes pour frapper ses ennemis ici, en Europe de l'Ouest, en Europe occidentale. Et c'est cette méthode qui est employée, vous le voyez très clairement, dans la guerre russo-ukrainienne. C'est cette méthode qui est employée, vous allez le voir très clairement, dans la guerre contre les pays panafricanistes révolutionnaires et bien du Sahel. Ce livre-là, recommandation de lecture, bien sûr, de ce livre-ci, qui, lui, s'intitule toujours de Daniel Ganser, il s'intitule « Les guerres illégales de l'OTAN ». Il y a une documentation très intéressante sur les guerres illégales de l'OTAN. Le sous-titre, c'est « Une chronique de Cuba à la Syrie ». Et quelles sont ces guerres qui sont documentées ici? Elles sont nombreuses, mais je vous les cite quand même. Les guerres illégales, c'est la guerre illégale contre l'Iran en 1953, la guerre illégale contre le Guatemala en 1954, la guerre illégale contre l'Égypte en 1956, la guerre illégale contre Cuba en 1961, la guerre illégale contre le Vietnam en 1964, la guerre illégale contre le Nicaragua en 1981, la guerre illégale contre la Serbie en 1999, la guerre illégale contre l'Afghanistan en 2001, la guerre illégale contre l'Irak en 2003, la guerre illégale contre la Libye en 2011, la guerre illégale contre l'Ukraine en 2014, la guerre illégale contre le Yémen depuis 2015, la guerre illégale contre la Syrie depuis 2011. Voilà les guerres qui sont étudiées au peigne fin par Daniel Ganser dans ce livre. Les guerres illégales. C'est-à-dire les guerres qui sont condamnables et condamnées et qui doivent être condamnées du point de vue du droit international. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que cette stratégie qui consiste à se cacher derrière des proxys, se cacher derrière des organisations criminelles, des sociétés militaires privées pour attaquer ses ennemis, cette stratégie a atteint ses limites. Elle a atteint ses limites d'abord en Ukraine. En Ukraine parce que l'armée ukrainienne ne peut pas vaincre l'armée russe. Et on sait très bien que pour affronter l'armée russe, l'armée ukrainienne est appuyée essentiellement par les fournitures d'armes, de renseignements militaires, d'assistance technique de l'OTAN. De telle façon que tous ceux qui analysent le conflit russo-ukrainien savent qu'on peut réécrire ce conflit d'une manière très claire, OTAN contre Russie. Mais cette stratégie a atteint ses limites parce que l'armée ukrainienne étant en difficulté devant la puissance supérieure de l'armée russe, l'armée ukrainienne et son chef Zelensky ont demandé à l'OTAN de lui permettre d'utiliser les armes suprêmes de la confrontation militaire, les missiles de longue portée. Des missiles qui seraient donc capables de frapper les principales villes russes, c'est-à-dire les populations civiles, et des missiles qui seraient capables potentiellement de porter des charges nucléaires. Voilà ce que Zelensky a demandé à ses parrains de l'OTAN. Et à ce moment, la Russie a tenu un langage que la planète tout entière doit entendre. Le président Vladimir Poutine est sorti il y a 4 jours pour dire que s'il y a un missile de longue portée qui est tiré contre la Russie considérera que l'OTAN lui a déclaré la guerre et ripostera contre l'OTAN.
C'est le message que Vladimir Poutine a délivré à la planète tout entière il y a 4 jours. J'espère que les Africaines et les Africains n'ont pas raté ce message. Autrement dit, pour Vladimir Poutine, il ne reste plus qu'une seule ligne rouge à franchir pour que la 3e guerre nucléaire commence. Il faut et il suffit qu'un missile de fabrication occidentale frappe, un missile de longue portée de fabrication occidentale frappe le sol russe pour que la Russie considère qu'elle a le droit de répliquer contre l'ensemble des pays membres de l'alliance de l'OTAN, de répliquer selon ses normes à elle. Or, à partir de cet instant où la Russie a tracé cette ligne rouge, l'OTAN est obligée soit d'avancer, soit de reculer. Première hypothèse, si l'OTAN avance, mais nous entrons dans une catastrophe nucléaire mondiale. Ça veut dire que les villes occidentales, nous qui vivons en Occident, nous sommes en danger d'être tués. Parce que la Russie, s'estimant attaquée, va déployer toute sa puissance. Et il est probable que les puissances alliées de la Russie se sentiront menacées par la menace qui pèse sur la Russie. Et imaginons que dans cette foulée, la Chine rejoigne la Russie, en sachant que si elle laisse écrabouiller la Russie, elle est la prochaine cible de l'OTAN, imaginons que la Chine rejoigne. Et nous avons une guerre mondiale. Donc, première hypothèse, l'OTAN permet de faire tirer des missiles de longue portée sur la Russie, et on a la guerre nucléaire. L'argument de la Russie, c'est de dire que les missiles de longue portée ne peuvent être tirés que par un pays qui possède des satellites militaires. Or, l'Ukraine ne possède pas de satellites militaires pour téléguider et contrôler les missiles de longue portée de l'OTAN. Pour qu'un missile de longue portée de l'OTAN soit tiré depuis l'Ukraine contre la Russie, il faut que les pays de l'OTAN, grâce à leurs satellites militaires, contribuent à son guidage. Du coup, cela veut dire que tout missile occidental, de fabrication occidentale, tiré sur le sol russe, tout missile de longue portée de fabrication occidentale tiré sur le front russe, sur le sol russe, sur une ville russe, sur le territoire russe, est de fait, pour la Russie, une attaque de l'Occident. Parce que, techniquement, ce n'est pas réalisable sans la participation active de l'Occident. Donc, Vladimir Poutine et ses compagnons estiment qu'ils n'ont pas besoin d'un autre signal pour déclencher la bataille finale. Armageddon, l'apocalypse. Pour se défendre. Parce que, pour eux, une telle attaque signifierait qu'on veut anéantir la Russie. Et la Russie n'acceptera jamais d'être anéantie. Et je crois que l'histoire de la Russie, ces 500 dernières années, a largement enseigné à tous ceux qui étudient l'histoire. Bon. Donc, premier cas possible. L'OTAN continue. Et Zelensky, avec la bénédiction de l'OTAN, la participation de l'OTAN, passe à l'action. On a la guerre mondiale. Je suis loin de pouvoir imaginer ce qui va se passer s'il y a une conflagration de type nucléaire. Voilà pourquoi nous devons nous battre pour demander aux autorités de l'OTAN de ne pas aggraver le conflit en Ukraine, de se ranger du côté de la négociation, au lieu d'obliger la Russie à se défendre par des armes ultimes. Parce qu'en attaquant la Russie avec des missiles de longue portée, on met la Russie dans la légitimité de se défendre par des missiles de longue portée. Et nous qui vivons en Occident, mais nous sommes directement en danger de mort. Les dirigeants occidentaux peuvent-ils nous expliquer pourquoi ils exposent nos vies, celles de nos familles, celles de nos enfants, au péril nucléaire? Pourquoi ils provoquent la Russie? Pourquoi ils provoquent la Russie? Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas de figure, l'OTAN recule et ne permet pas à Zelensky d'utiliser l'Ukraine comme base pour tirer des missiles de longue portée contre la Russie. Dans ce cas-là, là encore, eh bien, l'OTAN sera dévoilée dans les limites de sa puissance. Ça sera certes une défaite salvatrice pour l'humanité, salvatrice pour la paix de l'OTAN, mais en même temps, c'est la révélation qu'en réalité, c'est elle qui, depuis le début du conflit, était cachée derrière Zelensky. Donc, le conflit russo-ukrainien montre très bien que la stratégie de la guerre hybride qui avait été choisie par les grands penseurs de l'OTAN, cette stratégie a atteint sa limite. Maintenant, la confrontation
elle est ouvertement une confrontation entre l'OTAN et la Russie. C'est clair pour tout le monde. Pour les Russes, c'est clair que c'est l'OTAN qui les attaque. Et même pour l'OTAN, c'est clair que c'est elle qui combat la Russie. Les dirigeants de l'OTAN ne se cachant d'ailleurs plus de leur intention d'autoriser des frappes en profondeur en Russie. C'est-à-dire assumant leur statut de belligérant. Mais il y a un deuxième théâtre d'opération où cette même vérité éclate. Et je m'en voudrais que vous ne voyez pas que le théâtre d'opération de la partie nord de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel est aussi un lieu où l'OTAN est à visage découvert. L'événement qui a mis l'OTAN à visage découvert est double. L'attaque de la Libye en 2011, ça s'est fait au grand jour. Et tout le monde sait que c'est l'OTAN qui a saccagé la Libye, qui a pillé la Libye, qui a assassiné Kadhafi et qui a mis la main sur les réserves libyennes en association avec Al-Qaïda et l'État islamique. À l'époque, nous n'avions pas une amplitude d'informations suffisante pour comprendre ce que le guide Muammar el-Kadhafi nous disait. Je suis attaqué par l'OTAN et ses alliés sont Al-Qaïda et l'État islamique. Kadhafi l'a dit avant de mourir. Mais il y a un deuxième fait remarquable et éclatant qui a mis fin au déguisement de l'OTAN en Afrique et notamment au Sahel. Ce deuxième fait, c'est la bataille de Tinzaouaten. Tinzaouaten est un moment essentiel dans l'histoire de la guerre hybride de l'OTAN contre l'Afrique. Parce qu'à Tinzaouaten, les masques de l'OTAN sont tombés. Par la faute de la grossièreté médiatique ukrainienne, lorsque l'Ukraine a ouvertement revendiqué sa participation au massacre des soldats maliens, aux côtés des organisations terroristes Al-Qaïda et l'État islamique, l'Ukraine par là même a fait tomber le masque de toute l'OTAN. Le monde entier a compris que si l'Ukraine, Al-Qaïda, l'État islamique, les mercenaires algériens, Abdelmajid Tebboune, si tous les supplétifs de l'OTAN recueillis dans les pays vassaux de la CEDEAO se sont réunis entre 2500 et 5000 hommes pour attaquer Tinzaouaten dans une grande bataille, c'est qu'enfin ce jour-là, l'OTAN, à travers justement son proxy en chef l'Ukraine, a assumé que c'est elle qui attaque l'Afrique. Donc, nous en Afrique, nous n'avons plus de mystère autour des raisons pour lesquelles le continent est déstabilisé. Nous savons que le continent est déstabilisé parce que, comme l'ont dit les mails de Mme Clinton, il fallait tuer Kadhafi, détruire la Libye pour que les Africains n'aient pas une monnaie qui va supplanter le dollar, qui va supplanter l'euro et le franc CFA. C'est écrit dans les emails de Mme Hillary Clinton. Nous savons donc que l'Afrique est attaquée parce qu'il s'agit de tout faire pour qu'elle ne sorte pas de la dépendance économique envers l'Occident. C'est pour cela qu'elle est attaquée. Et c'est une attaque qui est coordonnée par la grande alliance militaro-politique occidentale de l'OTAN. Je tenais à ce que tout le monde sache que le double jeu des guerres hybrides de l'OTAN a cessé. Ce double jeu est mort en Ukraine et il est mort au Sahel, à Tinzaouaten. Nos frères morts à Tinzaouaten le sont pour que la vérité éclate et que nous ne soyons plus dans l'hésitation à propos de la désignation de l'ennemi. Tout est maintenant clair. Même quand tu es hypocrite comme les dirigeants valets de la France-Afrique, style Ouattara Draman ou Biya, tu es obligé aujourd'hui de regarder en face et d'arrêter de dire « Boko Haram nous attaque ». Tu es obligé de savoir que Boko Haram, ce sont des supplétifs de l'OTAN. Al-Qaïda nous attaque. Tu sais très bien que ce sont les supplétifs de l'OTAN et que tu n'as pas le courage. Pour ainsi dire, tu n'as pas les couilles de le dire à ton peuple. Comme les ont Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et Abdourahmane Tchani pour dire la vérité à leur peuple. Voici ceux qui nous attaquent. La désignation du plan de déstabilisation de l'Afrique a été clarifiée par la bataille de Tinzaouaten. Le nord du Mali ne souffre pas par hasard. Il souffre pour que l'Afrique sache à qui elle a affaire. La confédération de l'Alliance des États du Sahel n'est pas la muraille, la grande muraille de l'Afrique par hasard. C'est sur le mur de la confédération de l'Alliance des États du Sahel que les ennemis de l'Afrique se démasquent. Oui, la thèse selon laquelle l'Afrique est déstabilisée par l'alliance militaro-politique de l'OTAN est une thèse scientifique. C'est l'un des livres qui sortiront bientôt. J'ai réuni 5 preuves irréfutables de la déstabilisation de l'Afrique par l'OTAN. C'est un tout petit livre d'environ 100 pages que je mettrai à disposition
du peuple africain. Chacun se promènera avec ça sous son aisselle. S'il y a quelqu'un qui veut discuter, vous ouvrez et vous lui dites simplement quelle page tu veux que je lise. Tu as besoin de combien de preuves? Si je t'en trouve une seule, est-ce que ça t'ira? Le professeur Yamsi en a produit 5. Peut-être même que ça sera 7. Si ma documentation me permet d'aller plus loin. J'aime m'y arriver jusqu'à 7. D'accord? Et c'est le deuxième sujet de cette conversation. Fini la guerre hybride. Nous savons qui nous attaque en Afrique. Nous savons qui vit de la guerre dans le monde. Nous savons qui s'est donné pour devise la paix, on peut l'éviter. Ça, nous savons ça. Seuls les Africaines et les Africains, qui brillent encore par leur lâcheté, parce qu'ils s'accrochent aux avantages provisoires que la vie leur donne. Ils s'accrochent aux miettes que les maîtres jettent aux valets. Seuls eux rasent les murs. Ils ne peuvent pas dire sur leurs réseaux sociaux les vérités que j'énonce ce soir. Toute Africaine, tout Africain normaux savent, depuis l'assassinat de Kadhafi, le saccage de la Libye, ils savent que nous sommes en Afrique déstabilisés par l'OTAN. Et quand je vois Tshisekedi Félix, le mollasson de Kinshasa, en train de s'adonner à un spectacle ubuesque avec Netanyahou. Netanyahou, qui est le génocidaire du peuple palestinien. Quand je vois Tshisekedi en train de croire que la République démocratique du Congo peut espérer quoi que ce soit de la coopération avec l'État colonialiste, néocolonialiste et génocidaire d'Israël actuel, j'ai pitié pour l'Afrique et pour le Congo. Mais que peut-on espérer de gens qui vivent depuis des décennies du massacre des innocents, qui considèrent que les seuls morts qui aient de la valeur, ce sont les leurs, et que les enfants des autres sont de la chair à canon? Que peut-on espérer d'eux? C'est cette question que le président Thomas Sankara posait au président François Mitterrand à Ouagadougou, et qui a irrité celui-ci. Mais là encore, il faut lire le livre de Thomas Deltombe. L'Afrique d'abord. L'Afrique d'abord, quand François Mitterrand voulait sauver l'Empire français, Mitterrand était un colonialiste, un néocolonialiste, un impérialiste, indécrottable. Il n'avait pas guéri de la maladie dont souffre l'élite politique de la Ve République, la maladie de la France-Afrique. Deltombe rassemble ici les preuves des raisons pour lesquelles Mitterrand était en colère que Sankara demande à la France de ne pas soutenir le régime criminel de l'apartheid. Voilà. Alors, nous sommes à une époque où les Africaines et les Africains doivent s'assumer. Vous ne devez pas considérer le fait de dire ces choses vraies qui nous permettent de défendre la dignité, l'honneur, la sécurité, la paix des populations africaines. Vous ne devez pas considérer cela comme une performance exceptionnelle. C'est un devoir. C'est un devoir d'homme. Donc, le double jeu des guerres hybrides de l'OTAN, les guerres par proxy, les guerres déguisées de l'OTAN, voilà, c'est terminé sur la terre. C'est terminé. On a vu ça en Ukraine et on vient de le voir d'une manière éclatante chez nous au Mali, à Tinzaouaten. Alors, je suis aussi toujours très fasciné quand les ambassadeurs des États-Unis en Afrique font des visites à leurs homologues diplomates africains et disent que bon, vraiment ils sont disponibles pour promouvoir une saine coopération. Il n'y aura pas de saine coopération entre les États-Unis et l'Afrique tant que les États-Unis ne mettent pas fin à la stratégie de la guerre hybride, à la stratégie de la déstabilisation de pans entiers de la planète afin d'en assurer le contrôle des richesses. Il faut que les États-Unis arrêtent de provoquer des guerres partout sur la Terre. La stratégie qui consiste à provoquer les guerres pour s'emparer des richesses et des matières premières des autres peuples de la Terre doit cesser. Et les flatteries des diplomates américains ne peuvent pas cacher ce problème. Il faut que les Africains aient le courage de parler aussi aux responsables du Moyen-Orient. Les pays du Moyen-Orient qui ont des attitudes ambiguës avec les organisations terroristes, Al-Qaïda et l'État islamique, qu'ils hébergent dans leur capitale. Ces pays doivent être ouvertement tensés par les Africains et par nos gouvernements. Je parle de l'Arabie Saoudite, je parle du Qatar, je parle des Émirats Arabes Unis, je parle du Bahreïn, je parle de tous ces pays-là qui ont une politique floue. Parce qu'on voit se promener les dirigeants d'Al-Qaïda et de l'État islamique dans leurs hôtels 5, 6, 7 étoiles. La base arrière d'Al-Qaïda,
qui a repris le pouvoir sous le nom de Taliban en Afghanistan, c'était bel et bien Doha au Qatar. Nous ne pouvons pas voir Al-Qaïda en train de tuer des gens au Mali, au Cameroun, au Nigeria, au Togo, au Bénin, tuer des gens au Burkina, tuer des gens au Niger. Et puis en même temps, on a des ambassadeurs des pays qui hébergent les dirigeants d'Al-Qaïda chez nous. Je pose cette question et je fais objection à l'ensemble des dirigeants africains. Nous n'avons pas envers les pays du Moyen-Orient une politique courageuse de vérité. Il est temps qu'elle ait lieu. Parce qu'ils font partie de la combine de l'OTAN contre nous. Dites-moi sincèrement, comment est-il possible que Al-Qaïda tue des gens chez moi et que j'ai chez moi des ambassadeurs qui hébergent les dirigeants d'Al-Qaïda? Je vous pose la question, africains. Comment puis-je faire des affaires avec des gens qui financent des organisations qui tuent mes militaires? C'est la grande question qui est posée à l'Afrique. Et il faut que l'Afrique la prenne au sérieux. Il faut que nos dirigeants prennent cette question au sérieux. La sévérité avec laquelle nous traitons l'impérialisme occidental doit être la même sévérité avec laquelle nous allons traiter l'impérialisme moyen-oriental. Car cet impérialisme existe. Il existe. Retrouvez KDW Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.